Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Dagneau, président de la Chambre d'agriculture de Charente, mais aussi agriculteur passionné avant tout. Apparu en 2016 et particulièrement violent l'an passé, le phénomène d'agribashing a profondément atteint le moral des agriculteurs français. Avec Christian, on a essayé de mieux comprendre ce phénomène. On a discuté de ce que signifiait concrètement cette notion, des conséquences que cela pourrait impliquer et de comment les agriculteurs ont évolué pour faire face à ce mouvement. Cet épisode a été enregistré pendant le confinement. Nous étions donc à distance, Christian en Charente et moi dans les Landes. Bonne écoute! Bonjour Christian, bienvenue sur La Clé des Champs. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. Je sais que la période elle est très chargée pour vous en ce moment. Alors vous êtes agriculteur et président de la Chambre d'agriculture de Charente. Comment on trouve le temps de faire tout ça ? La passion tout simplement, j'ai souvent l'occasion de le dire, je suis agriculteur passionné avant tout. La passion du métier fait qu'on a toujours envie d'avancer, d'aller de l'avant. Et puis parler de son métier à nos concitoyens et notamment les citadins qui nous connaissent peu, c'est un réel plaisir que d'avoir l'occasion de faire passer des messages. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous faites sur votre exploitation en tant qu'agriculteur ? Alors, en ce moment, donc, on termine la mise en place des cultures de printemps, qui sont les cultures de tournesol, pour faire de l'huile, le maïs, pour nourrir essentiellement les animaux, mais aussi au fait du maïs popcorn pour l'apéro et pour le cinéma. Et puis on va semer maintenant du soja. Donc là, ça sera du soja alimentaire, alimentation humaine. Et on préparera les récoltes des cultures d'hiver qui vont démarrer fin juin, parce qu'on a une année très précoce cette année. D'accord, un programme chargé en perspective. Oui, pour parler de l'actualité, nous, le confinement, on l'a vécu cet hiver avec une météo complètement exécrable, puisqu'il pleuvait tout le temps. Par contre, depuis un mois et demi, 2 mois, c'est vrai qu'on est en pleine activité. On avait énormément de travaux en retard et la météo favorable nous a permis de se remettre à peu près à jour. D'accord, tant mieux, on en est ravis. Vous l'avez dit, vous aimez communiquer sur votre métier, vous êtes actif pas mal sur Twitter, j'ai vu, et c'est l'occasion pour nous d'échanger sur l'agribashing et d'avoir votre point de vue à vous en tant qu'agriculteur. Déjà, avant de démarrer, comment on peut définir l'agribashing ? L'agribashing, c'est tout l'inverse de ce que j'aime faire tous les jours, c'est-à-dire parler positivement de mon métier, expliquer mes pratiques, ce que je fais, pourquoi je le fais, quand je le fais, pour quel but. Voilà, donc expliquer tout simplement mon métier en tant qu'agriculteur à mes concitoyens, à ceux qui veulent bien l'entendre. Et comme on a souvent l'occasion de le répéter, si vous voulez vraiment découvrir ce que c'est la vraie agriculture, écoutez les agriculteurs, venez à notre rencontre, on vous expliquera, on vous montrera ce que l'on fait sur nos exploitations. L'agribashing, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est des groupes d'individus finalement qui dénigrent un peu les pratiques agricoles, ou beaucoup d'ailleurs, je ne sais pas, c'est vous qui mettez le curseur. On peut se remettre en cause parfois dans nos pratiques, comme dans d'autres métiers, mais là on peut considérer qu'on est attaqué par certains individus animés par certains lobbying et sans réelle connaissance du dossier et qui amènent du négatif dans une profession où il y a beaucoup de choses positives. On a énormément de contributions positives de l'agriculture sur l'ensemble de notre pays et bien au-delà. Et ce phénomène d'agribashing, vous, sur le terrain, vous avez commencé à le sentir arriver à partir de quand et sous quelle forme ? Alors, c'est arrivé il y a déjà plusieurs années, et puis c'est relayé par les médias. Ce sont des personnes ou des organisations qui sont bien organisées, qui utilisent très bien les réseaux sociaux et qui ont des véritables stratégies pour casser des filières, qui sont très efficaces. Et globalement, qu'est-ce qu'ils reprochent aux agriculteurs ? D'utiliser par exemple des produits de santé végétale qu'on utilise nous pour soigner nos plantes, comme les individus peuvent se soigner également, comme on peut soigner aussi les animaux. C'est quoi, on peut appeler ça des antibiotiques ? Un peu ? Oui, dans certains cas, oui. Pour les animaux, par exemple, aujourd'hui, on utilise parfois des antibiotiques pour sauvegarder la santé de nos animaux. À ce sujet-là, par exemple, la France s'était fixé comme objectif de baisser de 25% l'utilisation des antibiotiques au niveau de la production animale en France. Et la profession s'est largement engagée puisqu'on est arrivé à moins 35%. D'accord. Si on était capable de faire aussi bien sur les antibiotiques humaines, ça serait un véritable succès.
Donc je voyais sur Internet en faisant mes recherches qu'il y avait une étude qui était sortie en 2019 de l'IFOP, un baromètre, et il en ressort que 80% de la société globalement a une bonne image de l'agriculture. Pourquoi finalement il y a ce paradoxe-là? Parce que par ailleurs on entend beaucoup parler d'agribashing. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? 79%, c'est même des fois plus, ça s'est monté à 85%. En fait, l'agriculteur est très plébiscité par le citoyen et des fois les modèles agricoles un petit peu moins. Mais moi, j'ai tendance à dire, arrêtons de s'occuper des 5 ou 10% des personnes qui sont contre tout, qui font de l'agribashing et bien d'autres choses négatives sur d'autres professions. Et occupons-nous des 85% de personnes qui aiment les agriculteurs. Mm. Et ceux-là, ils ont des bonnes raisons. C'est ces gens-là qu'il faut entendre parler. Sauf que c'est toujours les autres qu'on entend. Ouais, c'est le sentiment que j'ai, que finalement, c'est de petits groupes activistes, vous avez dit, qui sont très efficaces, qui pèsent beaucoup sur les agriculteurs, ce qui est entendable complètement, mais qui finalement ne représentent pas la vie globale de la société. Non, ils ne représentent pas la vie globale et en plus, ils ne connaissent pas nos pratiques. Ce sont souvent des personnes qui n'habitent même pas à la campagne, qui ne connaissent pas les agriculteurs. Nous, on travaille avec la nature, avec la météo. C'est un métier, je l'ai dit, très passionnant, mais aussi très compliqué, où il faut gérer avec beaucoup de paramètres extérieurs. Moi, je leur mets à disposition une partie de mon exploitation pour qu'ils puissent mettre en pratique leur savoir, entre guillemets. Ils sont capables de délivrer des idées, des messages, des façons de faire, mais ils n'ont jamais mis en pratique. Donc, moi, je leur mets une partie de mon exploitation à disposition et on va voir s'ils vont être capables de répondre à l'objectif que nous fixe l'État, mais que nous fixent aussi nos concitoyens. Nous, les agriculteurs, on est là pour nourrir nos concitoyens, bien sûr en local, en France, en Europe, mais aussi bien au-delà, puisque je rappelle que tous les pays du monde n'ont pas la chance d'avoir les moyens de production que l'on a en France, avec un savoir-faire extraordinaire des agriculteurs. On a des terres pas hyper fertiles, mais quand même assez fertiles. On a aussi une pluviométrie qui est relativement importante en France, entre 750 et 850 mm, ce qui est quand même tout à fait honorable par rapport à d'autres pays qui souffrent tous les ans de la sécheresse et qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de nourrir leur population. Nous, on a les moyens de produire, donc donnons-nous les moyens de continuer. Effectivement, vous disiez qu'il y avait des contraintes de production, puisque la population française, il faut bien la nourrir. Et en ces temps de crise du Covid, on s'en aperçoit particulièrement. Et effectivement, j'ai l'impression que l'agriculteur est un peu coincé là-dedans, parce qu'on lui a beaucoup reproché, notamment l'utilisation de pesticides, qui a fait la une de pas mal de grands médias. Mais finalement, par ailleurs, on lui demande d'avoir des rendements qui sont énormes. Et ça, j'imagine que la position, elle est très difficile à tenir, non, pour un agriculteur. Comment vous faites, vous, là-dessus ? Avec l'expérience du confinement et du Covid-19, l'image de l'agriculture a complètement changé. Nous, on a vu énormément de gens changer d'attitude de consommation. Tout ce qui est local, pas forcément bio, production locale, identification locale a fortement progressé dans les ventes. Sauf que ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas une culture, ça s'improvise pas au dernier moment. Il faut l'anticiper longtemps à l'avance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image est en train de changer. J'espère que ça va durer après le confinement. Nous, on a ce rôle-là de nourrir nos concitoyens. C'est vrai qu'il nous faut des moyens de production. Regardez, au niveau de la santé, si demain on propose un vaccin pour se protéger du Covid-19, je crois qu'une grande majorité des Français sont d'accord et c'est ce qu'on attend tous pour pouvoir se protéger de cette épidémie. Ce qu'on fait nous sur les plantes ou les animaux, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. L'utilisation des produits que l'on fait, c'est pour se prémunir des maladies, mais aussi des insectes ravageurs qui viennent ravager nos cultures. Jusque-là, on arrivait à les maîtriser, mais la pression de ces activistes fait que malheureusement, des moyens de production qu'on avait hier, des matières actives qui nous permettaient de lutter contre des virus ou lutter contre des maladies, ces produits-là sont retirés du marché, en France au moins, ce qui fait qu'on n'a plus des moyens de produire qui sont équivalents à nos voisins. Et on perd en compétitivité, on perd en qualité, on perd en efficacité. Il y a quand même eu un mouvement de la société en général, je pense, qui a eu envie d'une agriculture plus raisonnée, d'une agriculture plus transparente et plus respectueuse de l'environnement. C'était légitime à un moment de mettre ce débat-là sur la table ? Oui, je pense que c'est tout à fait normal. On a le droit d'exiger la plus grande transparence et des produits très tracés et de qualité de la part des agriculteurs. Il faut savoir que entre la perception qu'a le citoyen aujourd'hui de l'agriculture française et celle qu'elle est réellement, il y a une différence énorme, puisque on a entre 10 et 15 ans d'avance par rapport à l'image qu'a le citoyen de notre agriculture. Aujourd'hui, nous sommes sur la traçabilité, nous l'avons déjà entamée il y a très longtemps. La traçabilité des produits, là, vous entendez, hein ? Oui, la traçabilité des produits, on l'a entamée il y a très longtemps, on demande de l'amplifier d'ailleurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on cultive une culture ou un élevage quelconque,
tout est enregistré de A à Z. Aucune décision n'est prise au hasard et tout est enregistré. On peut pas tromper le consommateur. Et contrairement à tout ce que l'on peut importer aujourd'hui, malheureusement, on importe beaucoup de produits de l'étranger et des fois de très loin, sur lesquels on n'a aucun regard sur la traçabilité, surtout quand ça vient de certains pays. Voilà, donc on peut douter un petit peu de l'honnêteté. En parlant d'agriculture raisonnée, également, j'ai l'impression que ce qui fait peur aux consommateurs et au grand public, c'est d'avoir des fermes de 1000 vaches, des exploitations énormes qui sont finalement plus de l'industrie que de l'agriculture. Et là, je vais plutôt parler au président de la Chambre d'agriculture de Charente. C'est quoi à peu près l'état des exploitations en France? Il y a beaucoup de grosses exploitations comme ça, un peu industrielles. Alors, contrairement là aussi à l'image que peut avoir certains citoyens, l'agriculture française est encore une agriculture assez familiale. Donc, bien sûr, on a quelques grosses exploitations, mais qui ne sont des fois que le fruit de l'évolution, puisque aujourd'hui, le fait de nous enlever des moyens de production fait que la seule solution, parfois, pour certains, est de s'agrandir pour diminuer les charges. Mais en ce qui concerne les gros élevages, il n'y a pas d'élevage industriel tel qu'on peut le dire en France. Par contre, on parle des 1000 vaches, vous allez en Allemagne, ex-Allemagne de l'Est, ou dans ces pays-là, là vous avez des très gros ateliers qui sont beaucoup plus importants qu'en France. C'est culturel pour eux là-bas. Nous, on a beaucoup d'élevages qui sont à taille moyenne, avec des animaux, si on parle des races à viande, qui passent une grosse partie de leur temps dans les prairies. Bon, l'hiver, bien sûr, elles sont en stabulation parce qu'en France, on est attaché au bien-être animal. En stabulation, ça veut dire à l'intérieur. Hein. Oui, voilà. Donc, elles sont à l'hiver, en principe, elles sont à l'intérieur, puisque, voilà, donc dans de la bonne paille bien fraîche pour passer l'hiver au chaud. Et on les alimente avec le fourrage ou le foin qu'on aura réalisé dans l'été. Mais il n'y a pas des grosses exploitations d'élevage en France, contrairement à d'autres pays. Allez voir ce qui se passe au Mexique, au Brésil, en Argentine, aux États-Unis. Ce sont des milliers et des milliers d'individus qui sont regroupés dans les mêmes sites. En France, c'est pas du tout le cas. On est bien loin de tout ça. Et vous l'avez dit, l'agriculture actuelle, elle a 10 ou 15 ans d'avance par rapport à ce que pensent les gens qu'elle est finalement. Je le ressens un peu moi, puisque je vis à Paris et aujourd'hui, finalement, il y a un peu une déconnexion des gens qui habitent en ville avec la campagne. Avant, je pense qu'on avait tous un oncle, un grand-père qui était agriculteur. Aujourd'hui, c'est une chance d'avoir un lien familial comme ça avec quelqu'un qui a ce métier-là. Est-ce que là, cette division qu'il y a maintenant entre ces deux mondes, le monde rural et le monde urbain, qui est de plus en plus marqué, c'est pas le problème aussi? Est-ce que finalement, l'imaginaire des gens ne prend pas le pas par rapport à la réalité qu'ils peuvent plus voir finalement? C'est sûr que le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour expliquer notre métier. À chaque fois qu'on a un échange avec n'importe quel citoyen, qu'il soit urbain, rural ou carrément en pleine ville, lorsqu'on explique notre métier, nos pratiques, pourquoi on fait ce métier, avec quel but, etc., dans 99% des cas, les gens apprécient énormément l'échange et sont très heureux de la discussion qu'on a eue. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux à pouvoir le faire. Il faut d'abord avoir les capacités et l'envie de le faire. Je me fais la réflexion quand j'arrive à Paris et que je suis dans le métro, j'ai dit, mais si je dois convaincre tout le monde, ça va me prendre un temps fou. Voilà, mais c'est pour ça que, voilà, donc ce que vous faites au travers de ces interviews, l'idée, c'est de toucher plus de monde. Donc c'est une bonne initiative. Exactement. Et est-ce que finalement ce mouvement de la société qui veut avoir plus de regard sur les choses, et on l'a dit, une agriculture plus transparente, etc., ça a fait évoluer vos pratiques à vous en tant qu'agriculteur? Oui, c'est là où je veux en venir en fait quand on dit qu'on a 15 ans d'avance, c'est que tout ce qui est traçabilité, modification de pratiques, ça fait 15-20 ans que c'est déjà engagé sur les exploitations. On est en innovation permanente, que ce soit au niveau du végétal, animal, mais aussi au niveau de tout ce qui est mécanique, numérique. Aujourd'hui, on a des fermes connectées. Je pense que beaucoup de citoyens seraient très très surpris du niveau de performance que peuvent atteindre certaines exploitations. Le lien qu'on peut faire entre les stations météo connectées, les outils qu'on utilise dans les parcelles, le savoir-faire de l'agriculteur. Voilà, donc toute décision qui est prise sur une exploitation aujourd'hui n'est pas prise au hasard, elle est prise en fonction de différents paramètres. Et on a des outils qui nous permettent de mettre, on parlait tout à l'heure des produits phytopharmaceutiques. Voilà, donc là, on a la décision d'appliquer un produit pour protéger une plante se fait bien en amont, donc avec les produits disponibles, les prévisions météo. On a des systèmes de prévision de risques. Selon les risques, on intervient ou on n'intervient pas. Pardon, l'idée, c'est quoi en faisant tous ces calculs? C'est d'utiliser le moins de produits chimiques possible? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'en mettre le moins possible et celui qu'on met, de le mettre au meilleur moment, à la bonne dose. Voilà, la bonne dose au bon moment, au bon endroit.
Ouais, c'est vrai, c'est exactement ce que le matériel que l'on a aujourd'hui sur l'exploitation. Alors tout le monde n'a pas encore accès à ces technologies-là, mais de plus en plus parce que ça nécessite des investissements importants. L'objectif pour nous, c'est lorsqu'on cultive une culture, lorsqu'on applique un produit pour se protéger, ça a un coût. Donc moins on va en mettre, mieux ça sera pour la marge de notre culture. Évidemment, si on peut éviter d'en mettre et d'en mettre moins, on va le faire. Mais il faut pas non plus il faut pas que la culture se devienne malade et dépérisse. Ouais, bien sûr. Et puis des pertes énormes qui font qu'après, d'une part, les stocks sont plus là et que pour la rentabilité de l'exploitation, j'imagine que c'est compliqué derrière. Oui, puis il y a un gros point aussi, c'est contrairement à une usine où on va pouvoir faire un petit réglage et puis on va changer le débit ou autre, l'exploitation, on vit à ciel ouvert, sous les intempéries, sous le soleil, sous les pluies. On travaille vraiment avec la météo, donc ce qui se fait cette année, ça sera complètement différent l'année prochaine. Et selon les types de sol, selon les régions, tous les ans ça change, tous les ans c'est différent. Travailler avec la météo, c'est pas facile. Ça a des contraintes. On a vu encore les gros orages de ce week-end qui, malheureusement, vont avoir des conséquences économiques importantes pour certaines exploitations. Donc, on a des systèmes d'assurance, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Et puis après, on a aussi des épisodes de sécheresse dans le nord de la France cette année. L'année dernière, c'était dans l'est. On a une grosse sécheresse de printemps qui va avoir des conséquences énormes sur les cultures d'hiver. Ça, c'est peut-être lié au réchauffement climatique, c'est possible, mais il va falloir aussi qu'on sache collectivement prendre des bonnes décisions. Si on veut garder des moyens de produire et d'avoir notre autonomie alimentaire, il va aussi falloir qu'on garde des moyens de production. Vous êtes en train de l'expliquer, vous avez un métier qui est complexe, qui est voire difficile parfois. Cet agribashing, c'est quoi les conséquences? Comment ils le vivent les agriculteurs d'avoir ça en plus de toutes les difficultés de leur quotidien? Ah ben ça fait mal, ça fait vraiment mal parce que ça fait mal au moral. C'est quand vous passez même en pleine période de confinement, quand l'État français a demandé mais que les agriculteurs devaient continuer à travailler pour nourrir les concitoyens. Nous on s'est même pas posé la question une fois de savoir si on devait continuer à travailler ou pas. On a continué à travailler parce que quand on travaille avec la météo, qu'on travaille avec la nature, qu'on travaille avec les animaux ils n'ont pas le temps d'attendre un jour. C'est tous les jours qu'ils ont besoin des éleveurs. Donc nous, on s'est relevé les bras comme tous les ans. Le confinement, on n'a pas connu. On a bossé avec la demande locale pour certains. On a bossé, mais comme jamais pendant cette période-là. Et on n'a rien demandé à personne. On a eu beaucoup de soutien positif. Et c'est là où, pour faire le contrepoids de l'agribashing, on a eu énormément de messages positifs de soutien aux agriculteurs pendant cette période de confinement. J'espère que ça va continuer. Les gens se sont rendus compte qu'on avait un rôle essentiel, comme d'autres professions d'ailleurs, comme les soignants et d'autres professions qui sont ressorties un petit peu du bois lors de ce confinement. Pendant ces 2 mois, on s'est aperçu qu'il y a des choses essentielles dans la vie, se nourrir et se soigner. Et là, on s'en est rendu compte. C'est pour ça qu'il y a eu des messages de solidarité aussi des agriculteurs dès le départ pour les soignants. On avait fait d'abord une vidéo sur l'exploitation. Je ne sais pas si vous l'avez vue. On a écrit un merci les soignants dans une parcelle qui aujourd'hui d'ailleurs se met en maïs popcorn. Donc ça nous permettra de voir l'apéro après quand qui est passé sur tous les grands médias, je crois, cette image de merci les soignants. Voilà, c'est ça. Dans votre champ. Et voilà, donc on a eu vraiment beaucoup de messages positifs, ça fait du bien, mais quand dans le même temps, il y a des associations qui commencent à émettre des doutes sur le fait que le Covid-19 pourrait être développé à cause de l'application des pesticides, là c'est vraiment inadmissible de leur part. Qu'on comprenne bien l'agribashing, jusqu'où ça va parfois. Je crois qu'il y a eu des intrusions sur des exploitations ou des menaces auprès d'agriculteurs. Je sais pas, il y a eu des cas en Charente, des cas concrets? Oui, on en a eu en Charente et on en a eu dernièrement en Dordogne, qui est un département voisin. Des visites d'élevage, donc élevage de porcs, mais aussi de volailles, de canards, de veaux. C'est tout à fait illégal, puisque pénétrer dans un élevage, on sait très bien que les élevages sont protégés au niveau sanitaire notamment, donc c'est le risque de contaminer l'élevage et de faire entrer des microbes ou des bactéries ou des virus dans l'élevage. Et il y a un élevage de dindes d'ailleurs qui a été visité. Les personnes de L214 qui sont rentrées ont provoqué la mort de je ne sais plus combien de centaines de dindes ou de milliers de dindes puisqu'elles ont été effarouchées par la présence humaine inappropriée. Et moi j'encourage tous les citoyens à envoyer des messages positifs aux éleveurs qui se lèvent tous les jours de l'année, week-end et semaine, voilà. Parce que c'est vrai que pour les agriculteurs que j'ai rencontrés là dans le cadre du podcast, on sent un vrai sentiment d'injustice là-dessus et vraiment un peu de rancœur sur toutes ces pratiques-là. Ça a l'air dur à vivre pour les agriculteurs au global. C'est très dur parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on ne se pose pas de questions pour faire le boulot. S'il faut faire 80 heures par semaine, ça ne nous gêne pas en fait. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre habitude. Et du moment qu'on avance dans notre boulot,
on est heureux en travaillant, je veux dire, on se pose pas de questions. Par contre, d'avoir des critiques par derrière, c'est ça qui est insupportable. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous pousse à continuer ce métier? Parce que quand on voit toutes les difficultés qu'il y a, plus le regard des fois pas forcément très bienveillant, qu'est-ce qui vous fait avancer? Et ben, comme je vous dis, hein, je suis un agriculteur passionné. Ça fait partie. Moi, pour moi, l'agriculture, elle est dans mes veines. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Donc, ben, mes parents m'ont transmis cette passion et je me suis jamais posé de questions sur le métier que je voulais faire. Ça a toujours été celui-ci. Et je trouve qu'on fait un des plus beaux métiers du monde et qui est très utile, nécessaire pour nourrir nos concitoyens, mais aussi pour entretenir les paysages, gérer la biodiversité. Si la France est aussi belle vue du ciel, c'est aussi en grande partie grâce aux agriculteurs, hein, avec la multiplication des cultures, les couleurs qui changent à toutes les saisons. Et quel risque l'agribashing, au global, ça fait peser sur l'agriculture selon vous? Le plus gros risque, c'est qu'ils influencent par le biais des médias les législateurs et certains élus qui aussi ont des fois des positions politiques assez éloignées de la réalité du terrain, au moins des ruraux. Et ces gens-là sont prêts à suivre les messages de ces associations-là et de faire voter des lois qui vont faire qu'on va nous supprimer des moyens de production, choses qui ont déjà été faites. Hein. On a déjà des produits qu'on n'a plus le droit d'utiliser en France et c'est un véritable problème pour continuer à cultiver certaines espèces en France. Donc voilà, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher, c'est moins efficace. Et c'est complètement aberrant des fois écologiquement en plus. Donc ils se rendent pas compte parfois des décisions qui sont amenées à prendre. Ces législateurs-là, comme tout citoyen, je leur demande, venez sur nos exploitations. On va vous expliquer comment ça se passe, ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour vous fournir des produits encore de meilleure qualité. Voilà, mais attention aux décisions que vous prenez puisque nos exploitations sont en danger en France. Et est-ce qu'on peut dire, vous me dites si je me trompe dans mon analyse, mais que les agriculteurs ont quand même été pas mal victimes du système, dans le sens où après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu produire énormément pour nourrir la population. Donc je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on a assisté à une vraie mécanisation des exploitations agricoles, à l'utilisation de pesticides, peut-être parfois trop, et que finalement les agriculteurs se sont adaptés à ce que souhaitait la société plutôt autour des années 2000 en faisant évoluer leurs pratiques. Est-ce que en fait on prête des torts aux agriculteurs qui sont finalement plutôt victimes d'évolution de la société et d'un système qui leur a demandé des choses à faire, non? En fait, on a toujours demandé à l'agriculteur de pouvoir fournir une alimentation saine la moins chère possible aux consommateurs. Parce que l'objectif du gouvernement a toujours été de faire en sorte que le panier de la ménagère soit le moins cher possible. Ça, c'était quand même un objectif qui est toujours là. Donc, il faut aussi que les gens s'en rappellent. S'ils sont prêts à payer un tout petit peu plus cher, ça va aller nettement mieux. Quand on fait la répartition du panier de la ménagère, on s'aperçoit que la part de l'alimentation a énormément baissé depuis 30 ans. Et voilà, donc là, il y aura peut-être un rééquilibrage à faire. Et moi, je remercie tous les générations passées d'agriculteurs qui ont répondu présent lorsque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire le pays, il a fallu nourrir les populations. Et un des objectifs de cette reconstruction et de la politique agricole commune, c'était de nourrir toutes les populations d'Europe pour qu'on n'ait plus jamais la guerre. Parce qu'à chaque fois, souvent, la guerre, c'était lié à des famines ou autres. L'objectif, c'était de retrouver la paix. Et une des façons de retrouver la paix, c'est que tout le monde soit nourri. Et moi, je pense que cette génération-là a permis un rééquilibrage de la paix sur l'Europe et c'est très important. Alors après, on a continué à produire, à produire plus, mais aussi l'objectif, c'était d'avoir un prix du panier de la ménagère au plus bas. Et après, c'est vrai qu'on a évolué un petit peu dans nos pratiques. Ça fait 15-20 ans maintenant que nos pratiques ont évolué parce que nous-mêmes, en tant qu'agriculteurs, on s'est aussi posé la question. Nous sommes les premiers utilisateurs de produits, nous sommes les premiers présents sur les territoires. Donc, ce qu'on veut, c'est que nous aussi, nos parcelles et nos terres restent productives un maximum. Donc, on était aussi les premiers conscients à faire évoluer nos pratiques. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'avec ce qui s'est passé depuis 2 mois, la consommation de viande n'a pas baissé, notamment de viande rouge, voire elle a augmenté, mais le prix de vente, le prix payé aux producteurs, par contre, a baissé. Et ça, c'est complètement inadmissible. Alors quand on voit aujourd'hui des grandes enseignes qui font de la pub depuis 1 mois et demi, où ils parlent tous de l'agriculture française, des agriculteurs, faut les soutenir, etc., etc. Alors c'est très bien d'avoir des produits français dans les grands supermarchés, mais ça serait bien qu'ils soient surtout payés à un prix correct aux producteurs, parce que ça, c'est pas le cas. Donc là, vraiment, on n'est pas du tout satisfait. Une partie quand même de la grande distribution se sert aujourd'hui de l'image de l'agriculteur, pour mettre en avant les produits qu'il propose, mais il rémunère pas au juste prix les producteurs. Et ça, c'est pas viable.
Voilà, on pourra pas tenir le coup longtemps comme ça. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que notamment là, avec la crise qu'on a traversée, le gouvernement a demandé aux grandes surfaces de s'approvisionner en local et que finalement là-dessus, elles l'ont fait, mais qu'elles en ont profité pour mettre la pression aux agriculteurs des alentours pour acheter les produits au prix le plus bas possible. Alors, je ne sais pas qui est responsable, si c'est la grande enseigne ou c'est les intermédiaires, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prix payé aux producteurs aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Et il faut que le consommateur français le sache. Il faut que le citoyen français le sache. Que voilà, même s'il trouve que les prix ont augmenté, il faut qu'il sache que le prix à l'éleveur n'a pas augmenté et il a même baissé pendant cette crise. Et ça, c'est complètement anormal. C'est quoi, selon vous, le rôle des médias? Est-ce qu'il a fait caisse résonance de cet agribashing ou pas du tout? Vous vous sentez soutenu par les médias? C'est quoi votre relation avec eux? Nous, à l'échelle du département, on a plutôt de bonnes relations avec les médias. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très, très, très positif. L'idée, c'est de... Voilà, alors là, on a parlé beaucoup d'agribashing, parce que vous me posez la question, mais c'est pas un sujet que j'aime tellement parler. Je préfère parler des sujets positifs, c'est-à-dire sur mon exploitation. Nous, on a 160 hectares avec mon épouse. Eh bien, on produit l'équivalent des besoins alimentaires de 3000 personnes tous les ans. Je trouve que c'est quand même extraordinaire que sur une exploitation, on puisse nourrir 3200 personnes. Si je rajoute l'exploitation de mes voisins sur la même commune, on est à plus de 10 000 personnes sur la commune. Autre chose que l'on a mis en avant, c'est nous, sur l'exploitation que l'on a, où on a accès à l'eau, donc à l'irrigation, qui nous permet d'assurer un rendement et une régularité de production, on capte tous les ans l'équivalent de 2000 tonnes de CO2. Alors, quand on est en pleine négociation sur le climat, 2000 tonnes de CO2, ça ne veut pas dire grand-chose pour un citoyen lambda, ou pour moi au départ non plus. 2000 tonnes de CO2, c'est l'équivalent des émissions de 750 automobilistes français. Voilà, ça, c'est des contributions positives qu'il est important que nos concitoyens connaissent. Voilà. Pour ce qui est de la communication des agriculteurs, un de leurs torts, quand même, j'ai l'impression que c'est d'avoir pas communiqué pendant un long moment, alors que la communication, elle est clé et que du coup, ça a laissé la société s'imaginer des choses. Aujourd'hui, les choses, elles sont en train de changer. C'est une vraie volonté de la part des agriculteurs de mieux communiquer sur leur métier. Quand on dit que les agriculteurs n'ont pas communiqué, je dirais que c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas assez nombreux à pouvoir communiquer. On n'est pas assez nombreux et il faut avoir envie de le faire, il faut avoir les moyens de le faire aussi. Donc là, c'est sûr que l'idée, c'est de certaines associations comme Agri-Demain, par exemple, ou d'autres, qui ont été créées pour parler positivement du métier, c'est de transmettre la passion qu'ont certains pour communiquer à d'autres agriculteurs, un maximum d'agriculteurs, pour qu'on puisse, les uns les autres, pouvoir expliquer son métier tout simplement à ses voisins et à tous nos interlocuteurs. Mais aussi des fois aux membres de notre famille, qui sont parfois éloignés, qui reviennent une fois par an pour les fêtes de fin d'année avec des questions assez compliquées. Et pour en avoir discuté avec certains collègues, souvent, lorsqu'on a ces réunions de famille, certains, je leur pose la question, c'est quoi le sujet de discussion? Quand on parle de sujet agricole, moi je préfère rien dire parce que sinon on tombe pas d'accord. Donc il y en a certains qui font le choix de ne pas aborder le sujet. Alors moi je dis au contraire, il faut prendre les devants. Je prends souvent l'exemple du repas de Noël où les cousins éloignés ou les tantes éloignées vont venir tous ensemble à la maison du grand-père, on va faire un beau repas de famille. Et je dis, mais là, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, il faut prendre la parole en premier. Moi, je suis le seul petit paysan de la table et dire, bonjour à tous, voilà. Habituellement, dans la famille, on remercie le bon Dieu pour nous fournir ces bons aliments. Je voudrais aussi qu'on remercie les agriculteurs, parce que si on est tous ici réunis en famille pour ce bon moment, on va déguster de bons produits. C'est grâce à ceux qui se sont levés tous les jours depuis un an pour nous offrir ces merveilleux produits. Et voilà, en principe, les débats sont complètement différents par la suite. Oui, je vois. Et je viens de débarquer sur Twitter. J'ai un peu honte de le dire parce que je travaille dans le marketing digital, mais bon, c'est avec le podcast que je suis allée sur Twitter parce qu'en fait, il y a énormément d'agriculteurs. C'est pour ça que j'y suis allée. Et effectivement, j'ai trouvé fou le nombre de paysans qui avaient un compte pour tweeter sur sa profession. Et surtout du positif. Ouais, complètement. Mais c'est un métier supplémentaire. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on en a déjà pas mal. Ça prend un petit peu de temps, puis il faut faire attention, faut pas communiquer n'importe comment non plus, parce que c'est vite interprété. Ouais, vous avez une vraie responsabilité, et c'est vrai que c'est du temps supplémentaire que vous passez pas dans les champs, du coup, quand vous êtes en train de tweeter, ou de faire une vidéo YouTube pour certains, ou de prendre des photos, faut être communicant maintenant. Mais bon, moi je considère que ça fait partie de notre métier maintenant. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup, Christian, pour votre temps. Si les auditeurs souhaitent vous écouter, où c'est qu'ils peuvent vous trouver? Ou vous posez une question, vous contactez? J'ai un compte Twitter et aussi un compte Facebook. Je les encourage aussi à aller sur le compte Agri-Demain. Donc, c'est une communauté d'agriculteurs qui expliquent leurs pratiques et communiquent
aussi positivement, présent au Salon d'agriculture. Oui, on pourra se retrouver l'année prochaine au salon, éventuellement, mais le je mieux, croise c'est les doigts. de se retrouver sur les réseaux. Voilà, c'est plus simple. Bon, mais merci beaucoup Christian pour votre temps et puis à très bientôt. Bon après-midi. Merci, au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.